d'autres nous rejoindront en route. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc, je me présente, moi c'est Anne, je travaille chez EcoConso. Et ce soir, je serai votre géo, votre gentille organisatrice. Je m'occuperai du chat et de présenter nos intervenants. Alors, avant toute chose, je voudrais vous informer que ce webinaire est enregistré. Donc, il y aura bien un replay disponible. Ça veut dire aussi que si jamais vous activez votre caméra un moment, soyez bien prévenus que vous serez enregistré dans le webinaire probablement. Donc, voilà, comme ça, tout le monde est bien prévenu. Il y aura aussi disponible après un document qui reprend un petit peu le best-of des bonnes adresses et des liens intéressants que nos oratrices du jour vous ont préparés. Donc, pas de panique si vous n'avez pas le temps de tout noter, ça vous sera envoyé aussi avec tout plein de liens pertinents. Je vais juste passer en revue quelques petits aspects pratiques, même si, voilà, avec le Covid qui nous a beaucoup bloqués chez nous, je pense que tout le monde est assez familier avec Zoom maintenant, mais pour être sûr, on va juste regarder deux, trois éléments intéressants. Hop, voilà. Alors, votre fenêtre Zoom se présente normalement comme ceci. En bas à gauche, vous avez la possibilité de désactiver ou d'activer à tout moment le son et la vidéo. Bah, par défaut, les deux sont désactivés. Je vous propose de garder en tout cas le son désactivé, histoire de ne pas créer des interférences pendant les interventions. En haut à droite, vous avez les modes d'affichage. Donc, si vous êtes en galerie, vous voyez tout plein de petits carrés. Mais si vous cochez intervenant, vous verrez à chaque fois l'intervenant en cours en grand sur votre écran. Et alors, très utile, en bas au milieu, l'onglet discussion. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir le chat à droite, la petite fenêtre de discussion, dans laquelle eh bien, vous pouvez noter vos questions tout au long du webinaire. Je les recueillerai, je les noterai précieusement. Et on a prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, ne gardez pas vos questions pour vous. Quand elles vous viennent, n'hésitez pas à les mettre tout de suite et on les traitera après. Voilà, voilà. Et alors, juste un petit détail, en dessous, chaque message que vous envoyez, on peut l'envoyer à tout le monde ou à une personne en particulier. Donc, si c'est concernant ici une question, vous pouvez l'envoyer évidemment à tout le monde. Veillez que ce ne soit pas réglé sur une personne en particulier. Voilà, je vais peut-être juste introduire en quelques mots EcoConso. Donc, on est les organisateurs de ce webinaire, ce cycle de webinaires. Donc, on est une ASBL, pardon. On existe depuis 30 ans déjà. Et notre mission, eh bien, c'est d'informer, de sensibiliser pour pour faciliter à chacun les choix de consommation et des comportements qui sont respectueux de l'environnement et de la santé. Et on a vraiment la spécificité d'agir sur tous les thèmes de la consommation, donc que ce soit l'alimentation, la mobilité, le zéro déchet, les produits d'entretien, la construction, les cosmétiques, le jardinage. On va parler, on va donner des conseils dans tous les domaines de la consommation. Alors, comment nous joindre? Comment est-ce qu'on répond à vos questions? Ben, si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage à aller découvrir notre site ecoconso.be. Il a vraiment plein d'infos. Mais si vous deviez ne pas y trouver la réponse à votre question, on a un service conseil par mail et par téléphone qui est complètement gratuit. Vous cherchez des infos sur un étiquetage, un label, des recettes, des trucs et astuces pratiques. N'hésitez pas à nous contacter et nous trouver aussi sur les réseaux. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vais surtout vous parler un petit peu de ce qui nous occupe ce soir. C'est-à-dire que nous, on a fait le constat chez nous que, bah, comme un peu tout le monde, il y a certaines morosité ambiante et beaucoup d'inquiétudes sur à quoi va ressembler l'avenir. On a l'impression qu'on va devoir un peu couper dans tout. Et ce dont on se rend compte en questionnant des personnes qui agissent déjà pour un futur plus beau, eh bien, c'est que ces personnes-là, elles ne nous parlent pas du tout de restrictions. En fait, elles nous parlent de tout ce qu'elles ont gagné dans leur vie. Elles nous parlent du fait qu'elles ont l'impression d'avoir fait des économies, de vivre une vie plus saine, d'avoir gagné en convivialité avec leurs voisins, d'avoir plus de sens, du pouvoir d'action, de la liberté. Ces mots-là, ce sont eux qui nous les ont dit. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas, en fait, ensemble travailler sur se prédire un avenir radieux. C'est pour ça qu'on travaille cette année sur le thème de less is more. Comment est-ce qu'en réduisant volontairement des choses, eh bien, en fait, on peut y gagner, avoir plus.
Dans ce cadre-là, ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, me commander. Il y a un petit jeu de cartes avec plein de conseils pratiques sur tout ces Less is More. Et alors, ce qui nous occupe ce soir, c'est un cycle de webinaires pour le plus de sens. Il y a 4 webinaires en tout. Ceci est le deuxième. Ceux qui s'annoncent encore, c'est le 14 septembre sur le circuit court et le fait maison, donc autour de l'alimentation, et le 22 septembre sur l'épargne. Donc, si vous avez la chance de pouvoir avoir quelques sous de côté, malheureusement, les banques n'en font pas toujours un usage qui va dans le sens de nos valeurs et il y a moyen de faire autrement, de trouver des solutions. Donc, ce sera le sujet de ce webinaire. Et alors, dernière petite chose, si vous êtes très inspiré par ce que vous allez entendre ce soir ou dans les autres webinaires, par exemple, eh bien, nous avons commencé à lancer des challenges Less is More. C'est déjà démarré. Donc, pour l'instant, on est dans le challenge plus de liberté et démarrera bientôt le challenge plus de santé. L'idée, c'est que vous allez en ligne et dans chaque challenge, on vous pose une série de défis. Donc, c'est sur mesure. Chacun va choisir son défi. Et pendant 15 jours, vous vous engagez à tester une action, à essayer de mettre en place un changement. Évidemment, on ne choisit pas des choses qu'on fait déjà, on essaye de faire un truc en plus, jouer le jeu. et, euh, et donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur la page ecoconso.be Less is More. Je vois qu'il manque le tiret dans Less is More. Et partager vos expériences sur les réseaux sociaux avec le hashtag challenge Less is More. Voilà un petit peu pour le cadre de ce cycle de webinaires. Je vais maintenant passer la parole à nos oratrices de ce soir qui vont nous parler de comment est-ce qu'on peut faire une place à la nature dans son jardin à l'automne, hein, à l'extérieur et en particulier dans son jardin. Eh bien, on peut favoriser la biodiversité de différentes façons. Non, 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 ça ne se passe pas qu'au printemps. À l'automne aussi, le jardin vit et il se prépare même à passer l'hiver. Et donc, pour nous en parler avec plein d'astuces pratiques, il y a Aurélie Melchior, qui fait partie de l'équipe d'EcoConso et qui est chargée d'expertise chez nous, notamment sur les thèmes du jardinage et des alternatives aux pesticides. Et il y a aussi, on a le plaisir d'accueillir Bénédicte Charlier, qui est chargée de mission pour le réseau nature, donc pour les particuliers en Wallonie. Voilà, je te passe le relais, Aurélie. Merci Anne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Une toute petite seconde, j'enclenche le PowerPoint dédié au thème de ce soir que vous visualisez maintenant. Alors, comme Anne l'a dit, on va parler de faire une place à la nature au jardin en automne et donc ça s'intègre très bien, ce sujet-là, avec notre campagne Les 6 morts plus de sens parce que faire place à la nature, ça va aussi notamment respecter nos valeurs, si on a des petites valeurs écolo comme ça. Et donc cette nature, elle est vraiment essentielle à l'équilibre des écosystèmes, mais aussi à l'être humain. Donc, pensez à tout ce qu'elle nous apporte en termes de services écosystémiques, donc production de nourriture, régulation de l'air, de l'eau, apport de matières premières, etc. On peut même faire le lien avec l'actualité. Plus de nature, moins de béton, ça peut nous aider face au dérèglement climatique, même face aux inondations d'une certaine façon. Et puis, à l'être humain, ben, au-delà de ça, s'y promener, l'observer, etc., nous fait un bien fou. Alors, quand on parle de nature, le lien a tout trouvé avec la biodiversité. Donc, biodiversité, si ce terme ne vous dit rien, en très raccourci, c'est l'ensemble des organismes, que ce soit la faune, la flore, les insectes, etc., les micro-organismes qui peuplent notre Terre, plus les interactions qu'il y a entre eux. Et donc, cette biodiversité, elle va nous permettre d'être résilients face au changement si elle est bien en place, quoi. Et donc, ça, c'est important de l'aider. Malheureusement, on voit qu'actuellement, elle souffre un peu. Alors, il y a différentes explications. Il y a notamment la pollution des écosystèmes qui fait pâtir la nature. On est aussi pas mal dans une phase de destruction, de fragmentation. Et donc, fragmentation, ben, on isole un petit peu la nature de ci, de là. La cohésion se fait un peu moins bien. On surexploite pas mal. Donc ça, je pense qu'on en a tous conscience. Et on introduit aussi notamment des exotiques. Donc ça, on va vous en reparler un petit peu plus tard. Et donc, ce qu'on vous propose ici, c'est vraiment d'aider la nature à s'épanouir, à lui faire une place dans votre jardin. Et comme Anne l'a dit, on est en septembre.
Mais en septembre aussi, il y a tout à fait moyen de lui faire une place au jardin. Et pour ça, on va se focaliser sur 3 mises en place principales. Donc, va vous parler plus en détail de la mare naturelle, du fleurissement et également de la haie sauvage. Et tout de suite, je vais passer la parole à Bénédicte, qui est donc chargée de mission pour le réseau nature et donc qui est une mine d'informations par rapport à ces aménagements-là au jardin notamment. Mais avant ça, elle va vous parler un petit peu du réseau nature et vous expliquer en quoi ça consiste. Oui, bonjour tout le monde. Ben voilà, on m'a déjà présenté. Moi, je vais vous présenter plutôt le projet sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans chez Natagora. C'est un projet à la base qui est un projet éco-social. Donc, il y avait vraiment l'objectif de donner des outils à monsieur tout le monde pour qu'il puisse accueillir plus de biodiversité sur le terrain qu'il gérait. Et ça partait d'un simple petit balcon à un grand terrain qui était boisé. Donc, je veux dire, l'importance de la taille du terrain, pour nous, ce n'était pas vraiment ça, mais c'était vraiment les actions que tout un chacun pouvait réaliser au pas de sa porte pour accueillir plus de nature dans un endroit qu'on peut encore décider de gérer la façon dont on a envie, en fait, qui est le jardin qui est tout proche de chez nous. Alors, notre projet Réseau Nature peut se résumer en 4 mots. Donc, il est composé d'une charte qu'on va retrouver en ligne assez facilement et on demande aux personnes de remplir et de signer. C'est un engagement moral où la personne décrit un peu son jardin, mais aussi s'engage à faire des petites actions avec 5 points principaux pour un jardin vraiment le plus accueillant possible pour notre nature. Un an et demi après la signature de la charte, il y a en fait une reconnaissance quelque part de toutes les actions que les personnes ont mis en place dans leur jardin. On va donner un label. Donc, le label est une petite pièce de puzzle dont vous avez vu la photo dans la dia précédente, qui est remis un an après parce qu'on laisse aux personnes le temps de faire leur aménagement, d'avancer dans leur projet. Voilà, vous voyez sur la photo au-dessus le fameux petit label. Ce label n'a vraiment aucun objectif de protéger ou aucune valeur légale. C'est vraiment un outil de reconnaissance des actions de la part de Natagora, de la personne qui fait des choses importantes pour la biodiversité dans son jardin. Mais c'est aussi une façon d'interpeller en fait les voisins ou les personnes qui passent dans la rue et de dire « Ah ben là, dans ce jardin, il se passe quelque chose d'un peu spécial ». Et alors, je vous parlais d'un projet éco-social. Notre souhait, c'est que ça ne soit pas uniquement un réseau de jardins ou de terrains pour la biodiversité, mais aussi un réseau entre personnes. Et notre souhait était que toutes les personnes qui œuvrent pour la biodiversité puissent, à un moment donné, si elles en ont envie, se rencontrer, prendre contact entre elles et éventuellement s'échanger des informations ou des plantes. Et Natagora, au fil du temps, puisqu'en fait, ce projet date déjà depuis plus de 20 ans, on a mis en place des outils, donc des fiches conseils, des petites formations, des documentations qui sont assez bien synthétisées. Et tous ces outils sont vraiment à votre disposition pour que vous puissiez de façon autonome faire dans votre jardin tous les petits gestes qui vont, s'il y a plein de jardins qui agissent dans ce sens-là, avoir un impact assez important au niveau de la biodiversité. Voilà, Aurélie, si tu peux passer à la dia suivante. Donc, pour un peu résumer ce que vous allez trouver si vous allez sur notre charte en ligne, il y a vraiment, on a essayé de résumer en 5 engagements principaux ce qui était vraiment important de faire dans un jardin pour, dès le départ, avoir un maximum de biodiversité. On ne parle pas vraiment aménagement parce que ça, c'est vraiment à la carte et en fonction de la taille du jardin et ce que les gens ont envie de faire. Mais ce sont des gestes à faire au quotidien qui vont faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, même un jardin tout à fait classique va devenir de plus en plus intéressant pour la faune et la flore sauvage. Et donc, voilà les 5 engagements de notre charte. Le premier, c'est un peu la base, c'est vraiment renoncer à tout ce qui est pesticides chimiques et de synthèse. C'est un peu logique, et c'est le plus important. Le deuxième pas à faire, c'est en fait, surtout, on avait mis ça pour les gens qui ont des grands terrains. Je prends un exemple concret, si vous avez une grande surface ou un bois, et puis qu'à un moment donné, vous laissez pousser la nature, et puis qu'un an après, vous organisez une course de quad
à l'intérieur de votre bois, quelque part, vous avez perdu tous les effets positifs des aménagements. Donc, si on démarre dans une démarche de protection de la nature, on y va vraiment à fond et on préserve un maximum. Et puis, les plantes indigènes, c'est le deuxième point important. Donc, les plantes indigènes, ce sont les plantes qui poussent naturellement dans notre région et dans notre pays. Et nous, on insiste beaucoup là-dessus. Ce sont des plantes qu'on appelle en général mauvaises herbes, hein, parce que, voilà, elles poussent où on n'a pas envie. Mais c'est des plantes super importantes pour la biodiversité et c'est vraiment la base de la pyramide de tout un équilibre qui va se recréer dans le jardin. Et on ne demande pas que les gens aient 100% de plantes indigènes, parce qu'on comprend qu'un jardin reste… Voilà, on a envie d'avoir des rosiers, on a envie d'avoir certaines plantes, mais ça doit devenir une part quand même assez importante du jardin pour que justement, il y ait cet accueil de toute la faune sauvage. Et puis l'aspect spontanéité dans la gestion du jardin, c'est avoir un petit peu une main un peu plus légère et accepter que des plantes viennent spontanément, pouvoir les observer, leur laisser une petite place, accepter de moins tondre aussi, d'être un petit peu moins interventionniste quand on a un jardin naturel. Mais on va développer ça un petit peu plus par après. Et le point important qui s'est avéré de plus en plus important au fur et à mesure que les années passent, c'est vraiment être très attentif par rapport aux espèces exotiques invasives, qui est une des causes principales aussi de la perte de la biodiversité. Donc, si chacun dans son jardin est déjà attentif à ne pas introduire ces espèces exotiques, ou en tout cas aussi à être attentif à celles qui viennent et à pouvoir les gérer convenablement, voilà, c'est un grand point. Oui, on peut passer à la suivante. Alors, comme je l'ai expliqué, tout commence par la signature de la charte qui est en ligne. On recevez un petit mail de bienvenue qui confirme qu'on a bien reçu toutes vos infos. Et puis, en fait, vous êtes en roue libre pendant un an et demi. On est toujours là pour vous aider s'il y a besoin via mail ou par téléphone s'il y avait une question. Mais quelque part, c'est à vous de rentrer en action et de faire les aménagements dans votre jardin en suivant les conseils qu'il y a sur notre site Internet. Et un an et demi après, on revient vers vous en vous demandant un petit peu, tiens, votre jardin, il en est où après un an? Qu'est-ce qui a évolué? Vous nous aviez dit dans la charte que vous alliez mettre en place une mare. Est-ce que vous l'avez fait? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et on fait un petit topo en fait de l'évolution du jardin et vous recevez la petite pièce de label. Toute cette démarche est gratuite. Voilà, je tiens à le préciser. Et les labels ne sont pas envoyés par la poste, mais il y a des points de dépôt qui sont répartis et c'est sur rendez-vous. Voilà, c'est de façon assez sympa. Il n'y a pas d'obligation d'aller chercher le label non plus. Donc, voilà, ça c'est un petit peu en résumé. Pour vous donner une idée, sur notre site Internet, on a une carte interactive qui reprend tous les jardins qui ont signé la charte. Jardin, mais vous voyez aussi qu'au-dessus de la DIA, il est mis école, entreprise, administration, collectif citoyen. Donc, au départ, si le projet était centré sur les particuliers, on a aussi ouvert à d'autres types de publics parce qu'on s'est rendu compte que chacun pouvait amener sa pierre à l'édifice et que des personnes étaient intéressées de rentrer dans la démarche. Donc, moi, je gère pour l'instant, je m'occupe que du réseau nature particulier et chaque catégorie a un petit peu sa spécificité. Les chartes destinées aux entreprises, par exemple, sont beaucoup plus contraignantes et le suivi n'est pas le même que pour les particuliers. Et quand vous, voilà, un peu l'état actuel, on a pour l'instant 1330 signatures pour plus de 1000 hectares couverts sur Wallonie et Bruxelles, pour ce qui concerne les particuliers. Et quand vous zoomez sur la carte, vous allez voir apparaître les petits points verts et chaque point vert est un jardin. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir les infos concernant ce jardin, mais pas nécessairement toutes les mêmes, parce qu'en fait, chaque personne décide ce qu'elle décide de rendre visible sur la carte Google interactive. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment un descriptif minimum. Vous avez juste la taille du terrain, en fait. Et d'autres personnes qui ont été d'accord de mettre leur mail, leur téléphone, leur adresse complète et qui sont d'accord d'être contactés pour si vous avez envie un jour, je ne sais pas, si vous habitez la rue juste à côté et que vous avez envie d'aller découvrir un jardin réseau nature, à quoi ça ressemble avant de vous lancer dans la démarche, tout à fait possible de contacter cette personne et de prendre un rendez-vous ou un échange de plantes, par exemple. Si vous découvrez qu'il y a quelqu'un avec une mare pas très loin de chez vous et que vous allez démarrer une mare, ça peut être intéressant de prendre contact et de voir
ce qui est possible. Et donc, nous, on insiste sur le fait que ce réseau nature est un réseau de terrain, mais pas que. S'il n'y avait pas les personnes derrière, en fait, le réseau ne vivrait pas ou pas aussi bien. Et donc, il y a plein de petits projets qui se mettent aussi en parallèle par rapport à ce réseau nature. Il y a des activités qui se font, par exemple, dans des jardins, on va dire, réseau nature modèle, qui sont un petit peu entre la réserve naturelle et le jardin en particulier, qui sont souvent des terrains mis à disposition par les communes, et dans lesquels on recrée différents milieux pour montrer justement aux personnes à quoi pourrait ressembler une mare naturelle, un pré fleuri, dans lequel on organise des activités. On a organisé il y a quelques années aussi la fête des 1000 hectares, et là on avait invité tous les membres à nous retrouver à Modave, au Crier de Modave. On avait fait une grande fête, et certaines régionales de Natagora, donc ça ce sont vraiment des groupes locaux avec des bénévoles, organisent leur propre remise de labels. Par exemple, on a des régionales qui font des petites actions très locales. Voilà. Alors, vous avez dit qu'il y avait plein d'outils qui étaient sur notre site internet. Je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter ce site, d'y aller et de vous perdre un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais on a vraiment essayé dans le nouveau site de bien centraliser. Vous y trouverez des fiches conseils qui sont des résumés sous forme d'A4 de différentes thématiques. Ça va du pré-fleuri à quel arbuste mettre dans ma haie, quelle plante mettre dans une mare naturelle. Et tout ça est aussi rassemblé dans la petite brochure que vous pouvez télécharger en PDF qui s'appelle Jardin naturel. On a des dossiers plus fournis qu'on appelle plutôt des fiches de gestion, notamment pour la prairie fleurie, où c'est un domaine quand même assez complexe, où là, vous avez un petit dossier d'une vingtaine de pages qui vous explique tous les cas qu'on peut retrouver et toutes les infos pour voilà, comment faucher, quand, etc. Et un événement important par rapport à tout ce qui est plantes indigènes, puisque souvent c'est la remarque qu'on nous fait, oui, mais où trouver ces plantes indigènes si on a envie de les favoriser au jardin? Depuis pas mal d'années, on organise une bourse d'échange de plantes sauvages dans laquelle on peut trouver des petites plantules, mais aussi des arbustes, des plantes grimpantes et des arbres, des petits fruitiers. Et ça se passe le 21 novembre à Bruxelles, à Mundo Bay. Ok, merci Bénédicte. Et donc, voilà pour la petite présentation du réseau Nature qui vaut vraiment la peine. Et maintenant, je vous propose qu'on plonge dans le vif du sujet, que sont les 3 aménagements qu'on vous propose de détailler un peu plus ce soir. Alors, ici, on a repris 4 conseils de base qui vont vraiment valoir, quel que soit l'aménagement que vous souhaiteriez mettre en place chez vous. La première chose à laquelle penser, Bénédicte en a déjà parlé, ce sont les plantes indigènes. Donc, ce sont les plantes de chez nous qui sont adaptées à notre climat, à notre région. Ça peut être à votre sol aussi, en fonction de là où vous habitez. Et donc, c'est vraiment important de privilégier ces plantes-là. Pourquoi? Parce que la faune, mais aussi la flore, y sont habitués. Donc, ça, c'est un vrai plus pour la biodiversité. Mais sachez aussi que ces plantes-là sont habituées à tout ce qui les entoure. Et donc, par exemple, elles savent on sait que les pollinisateurs dont elles ont besoin pour fructifier ou ce genre de choses se trouvent déjà ici. Elles sont également résistantes aux maladies de nos régions. Et ça, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément quand on importe d'autres variétés, donc par exemple les exotiques, qu'elles soient envahissantes ou pas. Et donc ça, c'est vraiment important de respecter les plantes indigènes. Et donc, si on privilégie les plantes indigènes, à défaut, on va vraiment éviter tout ce qui est plantes exotiques, envahissantes vraiment fort. Et puis, si possible, aussi éviter les variétés ornementales ou horticoles. Pourquoi? Parce que souvent, elles ont des caractéristiques anormales par rapport à la variété sauvage. C'est-à-dire qu'on va leur mettre parfois des doubles pétales. Du coup, la plante va devoir mettre beaucoup d'énergie à développer plus de pétales à défaut de développer du nectar ou du pollen qui serait utile à la biodiversité. Donc, ça peut être aussi une floraison qui est différée par rapport à la variété sauvage et donc les insectes ne peuvent pas s'accorder très bien avec elle. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va vraiment privilégier les plantes indigènes et si possible de provenance locale parce qu'elles sont bien habituées à votre jardin. Alors tout ça, on vous l'a déjà dit, ça se retrouve via des échanges de graines dans les grainothèques qui sont souvent présentes en bibliothèque. Ça peut être en pépinière aussi, donc certains
producteurs sont spécialisés dans les semences indigènes et on vous donnera une liste de bonnes adresses à la fin. Donc, le premier point. Le deuxième, c'est l'observation. Alors ça, c'est important d'observer votre sol. Par exemple, tiens, quelle plante se retrouve naturellement dans mon jardin? Et donc, ça peut vous donner des indications voilà, sur les plantes à privilégier, sur votre type de sol, etc. Donc, vérifiez un peu la végétation spontanée aux alentours. Ça peut être aussi l'observation d'une action par rapport à son résultat. Donc, tiens, si je taille ce morceau de haie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois que telle espèce va prendre le dessus ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'observation qui va primer. Et puis, ça peut être l'observation plaisir aussi. Donc, on l'a déjà dit, les variétés indigènes sont peut-être de prime abord moins extraordinaires que les variétés horticoles ou autres. Mais quand on prend la peine de l'observer, on peut s'apercevoir, ben, tiens, il y a tel papillon qui arrive à se développer, qui entre en interaction avec elle, etc. Donc, voilà, ça peut être vraiment chouette d'observer dans cette optique-là également. Alors, troisième bon plan, ce sont les interventions douces, c'est-à-dire que on vous propose des aménagements qui respectent la nature, la biodiversité. Donc, il n'est pas question de tout raser, de tout retourner ou ce genre de choses. Vous allez voir que ce soit pour la mare, la haie ou les fleurissements, il y a des gestes à mettre en place, mais ils sont souvent doux. Parfois, ils peuvent être un peu plus brutaux, mais Bénédicte va vraiment vous expliquer ça dans le détail. Et donc, voilà, une intervention douce. Je crois que Bénédicte adore l'expression avoir une main verte dans un gant de velours. Ça résume bien que vous devez avoir une main légère et la nature ne s'en portera que mieux. D'autant que si vous avez des plantes indigènes, elles ont souvent moins besoin d'être chouchoutées comme des variétés horticoles ou exotiques qui seraient plus fragiles. Donc, on s'y retrouve sur toute la ligne. Et quatrième bon plan, c'est vraiment la légalité. Donc, la légalité, ça peut être les primes qu'on peut, en tant que citoyen, percevoir, que ce soit pour la plantation de haies ou ce genre de choses. Mais c'est aussi la légalité pour ne pas commettre d'impair avec les aménagements que vous voudriez placer dans votre jardin. Donc, c'est par exemple, est-ce qu'il y a des distances de plantation qui sont requises par la commune si vous voulez mettre une haie? Ça peut être aussi, tiens, est-ce que j'ai besoin d'un permis d'urbanisme pour la mise en place d'une mare? Le pré fleuri aussi, côté rue. Il peut être question d'ivrer. Donc, le règlement communal peut avoir une clause par rapport à l'ivraie, ce qui qualifie de mauvaise herbe qu'on ne peut pas laisser pousser n'importe comment. Et donc, votre pré fleuri, avec lequel vous avez voilà, développé beaucoup d'amour, de passion, etc., pourrait être considéré comme mauvaise herbe par votre commune. Et donc, vous devriez être amené à l'enlever. Ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Donc, mieux vaut en amont prendre tous les renseignements pour que ça se passe au mieux. Et donc, ces renseignements, n'hésitez pas auprès de l'éco-conseiller ou du département espace vert de votre commune. On saura vous renseigner. Donc, voilà pour les 4 points. Je vous propose qu'on passe à la mare naturelle. Et donc, pour rendre un petit peu ça plus interactif, on aimerait vous poser une petite question par rapport à cette mare naturelle. Donc, la mare naturelle, on va voir en détail comment on va la mettre en place, etc. Mais selon vous, pour favoriser la biodiversité dans cette mare naturelle, quel organisme il est conseillé d'introduire dans cette mare? Est-ce que c'est A, des poissons rouges, B, tortues de Floride ou C, rien du tout? Et ça, on vous propose de répondre dans le chat. Donc, vous pouvez ouvrir l'onglet discussion, conversation ou indiquer la lettre de votre choix. Donc, A pour le poisson rouge, B pour la tortue de Floride ou C pour rien du tout, en fonction de l'animal que vous pensez le plus adapté dans la mare pour favoriser la biodiversité. Et là, je vais demander à Anne un petit appui. Bien, c'est une écrasante majorité de C. Ah, super. Donc ça, c'est très chouette. Ça nous rassure aussi, c'est que vous avez déjà le bon réflexe. Donc, on va introduire ni poisson rouge, ni tortue de Floride, qui sont quand même des prédateurs. Donc, ils vont manger les larves des amphibiens, des petits insectes, etc. Ils vont retourner le fond, notamment pour les poissons rouges. Et donc, ça va être préjudiciable pour la biodiversité d'aller introduire ces animaux-là. Et donc, le mieux, c'est de ne rien introduire du tout. Mais donc ça, on va vous l'expliquer en détail. Et donc, je repasse la parole à Bénédicte qui va vous expliquer l'entretien de la mare naturelle en septembre.
Voilà, donc la mare, ça vit toute l'année et c'est même un milieu très riche et vraiment super chouette à observer en fait. Donc là, on commence à être en septembre. J'étais à Modave ce matin. Il y avait encore plein de libellules qui volaient autour de la mare. Donc, il y a encore moyen de faire des chouettes observations. Mais en septembre, c'est un petit peu la période où ça commence aussi, la mare va rentrer dans une période un petit peu plus calme au niveau de la vie aquatique, les insectes aussi. Donc, on peut commencer à envisager un nettoyage des plantes qui sont en surplus. Parce qu'une mare évolue spontanément. Hein. Une fois que vous l'avez mis en place, je veux dire, la vie naturelle d'une mare, c'est au bout de X années, parfois ça peut prendre 10 ans, mais c'est de se combler et de disparaître. Donc vous, si vous voulez la maintenir longtemps dans votre jardin, vous allez devoir un peu maîtriser toute cette exubérance des plantes aquatiques qui ont tendance à pousser très vite et à venir envahir votre mare qui pourrait se refermer. Donc, il faut bien veiller à avoir toujours 2/3 de la surface de l'eau qui va rester libre de plantes. Certaines plantes, comme les lentilles d'eau ou parfois même les nénuphars, ont tendance à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, toute la vie aquatique des plantes qui sont dans l'eau va dépendre quelque part du soleil qui va arriver et qui va permettre la photosynthèse. Donc, si à un moment donné, vous avez une couverture végétale qui empêche à ce soleil d'arriver jusqu'aux plantes dans le fond de votre mare, ben vous bloquez un petit peu, on va dire, l'apport d'énergie de la mare. Donc, il faut veiller à régulièrement enlever une partie des plantes qui vont envahir tout. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur les plantes à rhizomes comme les massettes ou certains iris. Donc, ce sont des plantes naturelles dans les mares qu'on trouve voilà, spontanément dans la nature. Dans les jardins, c'est plus compliqué à gérer. Ces plantes à rhizomes ont vraiment tendance à tracer et à développer des rhizomes importants et peuvent même arriver à percer certaines bâches. Donc, je dirais prudence avec ces plantes. Elles font partie de la biodiversité, mais elles pourraient avoir un impact qu'à un moment donné, vous deviez tout retirer et remettre une nouvelle bâche. Donc, à mettre avec parcimonie. Dans les petites mares, moi, je ne les conseille pas. Et dans des mares plus importantes, elles peuvent avoir leur place, mais alors en panier. Donc, éviter une trop grande prolifération et pour arriver quand même à les gérer un minimum. Alors aussi, vos plantes, il n'y a rien à faire quand vous allez gérer et les retirer. Vous allez prendre avec des petits insectes qui étaient cachés, notamment toutes les plantes oxygénantes. Ce n'est pas évident d'arriver à les retirer sans prendre avec quelques petits insectes ou quelques petites larves. Donc, le conseil, c'est de laisser les plantes qu'on a retirées quelques jours sur le côté de la mare. Elles auront le temps de sécher et les petits insectes qui étaient encore prisonniers vont pouvoir retourner à l'eau plus ou moins facilement. Si vous voyez dès le départ des grosses larves, vous pouvez les prendre et les mettre directement. Mais ne les portez pas tout de suite au compost, laissez reposer quelques jours. Alors, on pose parfois la question, mais une mare sous un arbre, est-ce que c'est une bonne idée? Et je dirais pas trop bonne idée parce qu'il y a l'ombre qui va être apportée par l'arbre au niveau du feuillage qui va se développer. Et donc, comme je vous ai expliqué, trop d'ombre va empêcher le soleil et la photosynthèse ne se fera pas bien et l'équilibre va être difficile à atteindre. Et puis surtout, il faut penser en automne. Si vous avez un feuillu qui est à côté, toutes ces feuilles qui vont tomber d'un coup dans la mare, si vous ne mettez pas en place quelque chose pour soit les ramasser à l'épuisette, soit mettre un filet pour éviter que ça tombe dans l'eau, c'est un peu comme un apport massif de matière organique. Vous ne verrez pas les résultats tout de suite, mais au printemps de l'année qui va suivre, toutes ces feuilles auront eu le temps de se décomposer et former une sorte d'énorme quantité d'engrais disponible pour les algues, par exemple. Et dès qu'il y aura un petit peu de soleil et une température adéquate, ces algues vont puiser dans une ressource infinie, on va dire, de nourriture et de vitamines. Donc, vraiment, éviter de planter en dessous d'un arbre. Et s'il n'y a pas moyen de faire autrement, gérer la chute des feuilles et éviter que les feuilles mortes ne tombent dans la mare. Alors, les filets, parfois, ça peut être un peu dangereux pour certains oiseaux qui veulent venir boire et qui se prennent les pattes dans le filet. Ça arrive aussi quand on protège ces petits fruitiers avec un filet. Donc ça, il faut mettre des visuels qui vont faire peur aux oiseaux et les effrayer. Ça peut être des vieux CD qui, avec le reflet du soleil, vont les effrayer, ou des petits rubans de papier aluminium qu'on accroche au filet, qui font vraiment, avec le vent,
voilà, qui font peur aux oiseaux qui ne viennent pas. Et ce filet ne doit pas rester toute l'année, hein, je vous rassure. C'est vraiment juste la période où les feuilles tombent et ça dure, ça dépend des variétés, mais 1 à 2 semaines. Voilà. Alors, au mois de septembre, on peut aussi se dire, je vais un peu vérifier quel est le niveau de la vase dans ma mare. Ce n'est pas nécessaire pour les jeunes mares, mais pour les mares déjà un peu plus anciennes, on peut prendre un bâton et voir un petit peu quelle est la quantité de vase présente. Comme je vous l'ai expliqué, plus il y aura de vase d'année en année, plus la quantité d'eau libre va diminuer et votre mare va quelque part se refermer. Donc, est-ce qu'à un moment donné, si on voit qu'il y a vraiment une grande quantité de vase, est-ce qu'il faut envisager une intervention? Mais alors, c'est vraiment à la dernière limite, parce que quand on commence à retirer la vase, je pense que vous pouvez facilement comprendre que ça a un impact vraiment important sur toute la faune de la mare. Ça doit se faire quand c'est vraiment nécessaire et avec parcimonie, c'est-à-dire il ne faut pas intervenir d'un coup et de retirer toute la vase d'un coup. Il faut y aller par étapes et faire ça progressivement. Mais c'est toujours bon de vérifier quelle est cette quantité de vase. Et entretenir les abords de la mare. Donc, cette mare ne vit pas toute seule, isolée dans le jardin. En général, pour être vraiment en équilibre et apporter le plus pour la biodiversité, l'idéal, c'est qu'il y ait quelques petits milieux qui vont servir de refuge, en fait, à la faune qui vient soit de façon épisodique dans la mare pour se laver ou pour boire, ou même celle qui vit continuellement. Donc, si vous avez laissé pousser une bande herbeuse, ce qui est très bien pour la faune et les batraciens, vers le mois de septembre, c'est le moment de faucher quand même cette zone avec les herbes un petit peu hautes, en évitant toujours d'envoyer toutes les herbes coupées dans l'eau, puisque c'est un peu le même effet que pour les feuilles qui tombent en automne, c'est que les herbes qu'on a coupées vont venir enrichir. Donc, on fait attention qu'il y en ait le moins possible. Alors, j'ai quelques petits dias pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire avec des photos, parce que c'est toujours intéressant, voilà, de montrer à quoi ressemble une mare naturelle avec des abords un peu plus sauvages. Hein. Ce n'est pas le bassin carré pour les coilles. Donc, c'est vraiment créer des petits refuges, mettre des tas de cailloux ou quelques pierres plates disposées comme ça juste à côté de la mare. Petit tas de bois aussi qu'on aura oublié. C'est un refuge qui peut être vraiment intéressant pour les batraciens, parce que certains batraciens ne font pas tout leur cycle dans l'eau et cherchent parfois des zones où se réfugier. Et là, la photo qui est vraiment à l'extrême gauche, vous voyez une mare très exubérante, comme ça, avec beaucoup de végétation. Voilà, ça arrive à la limite il va falloir gérer un peu tous ces nénuphars qui ont poussé. Vous voyez qu'au niveau de la quantité de l'eau qui est encore libre, il ne reste plus grand-chose. Et sur la dia suivante, en fait, on explique le deuxième aspect qu'on peut faire en automne, c'est aussi la période idéale pour mettre en place une mare. Donc, pourquoi? Parce qu'on va bénéficier de toutes les pluies d'automne pour la remplir de façon naturelle et l'eau tombe du ciel est l'eau idéale pour une mare. L'eau du robinet n'est vraiment pas top parce qu'il y a souvent beaucoup de chlore. Donc, quand on crée une mare, nous, on conseille de la remplir avec de l'eau de pluie. Et donc là, ça se fait naturellement une fois que le trou est creusé et imperméabilisé. On va profiter des pluies qui vont venir voilà, vous remplir à votre place la mare progressivement. Quand vous installez une mare, il faut vraiment bien penser à son emplacement. Ça peut paraître parfois anecdotique, mais ça va jouer sur l'évolution et le fait que votre mare va être bien dans les années qui vont suivre. Donc, le terrain plat, ça peut paraître évident, mais voilà, votre mare va devoir être de niveau, ensoleillé. Donc, il peut y avoir un petit peu d'ombre, hein, mais il faut qu'il y ait quand même une grande partie de la journée, la majorité de la mare qui soit baignée par le soleil pour que toutes les plantes, en fait, puissent faire leur photosynthèse et bien fonctionner. Et sans arbres trop proches. J'ai expliqué avec les feuilles le pourquoi. Et puis, bien penser aussi, quand vous allez créer votre mare, ça c'est un point important et c'est souvent là que les personnes font des erreurs, c'est de prévoir des pentes douces. Donc, une pente douce, vous voyez sur le dessin, sur la gauche, c'est une pente très, très légère qui va aller vraiment tout doucement vers une zone plus profonde.
ça va permettre deux choses. Ça va permettre, à ce que le substrat puisse rester quand même et que les plantes se développent, parce que si vous avez un trou complètement carré, en fait, vos plantes ne trouvent aucun endroit où s'installer, puisqu'elles ont quand même des racines, il leur faut quand même un minimum de terre ou de substrat. Et puis, les plantes douces, c'est aussi une façon de rendre accessible cette mare à toute une petite faune. Je pense aux hérissons, qui cherchent souvent un point d'eau dans les jardins. Et s'il arrive dans votre mare qu'il y a des bords complètement carrés, le hérisson tombe dans la mare et en fait essaye de ressortir, mais comme il a des trop petites pattes, il n'arrive pas à grimper, vu que les pentes sont trop abruptes. En créant une pente très très douce, en fait, vous permettez à la faune qui tomberait par accident, ou même à une personne, imaginons, de pouvoir facilement revenir sur le bord. Et alors, les 3 hauteurs d'eau, ça c'est aussi important pour qu'il y ait une variété la plus grande possible au niveau de la végétation. Donc, vous avez sur le petit schéma donc, les plantes des marais, qui sont des plantes qui poussent les pieds dans l'eau et qui acceptent une variation du niveau de l'eau. Donc, si elles sont de temps en temps un petit peu les pieds hors de l'eau, ce n'est pas trop grave. Les plantes semi-aquatiques, qui là, comme la macette ou l'iris, nécessitent quand même une profondeur d'eau un peu plus importante et ne vont pas trop supporter d'être à sec. Et puis, dans les grandes profondeurs, on arrive dans tout ce qui est plantes oxygénantes ou plantes flottantes comme les nénuphars. Et c'est bien d'avoir, quand on met une mare en place, c'est les 3 types de variétés de plantes présentes dans la mare. Au niveau des plantations, donc nous, on favorise les plantes indigènes. Donc, quand vous créez votre mare, n'allez pas chercher des plantes oxygénantes chez un aquariophile, par exemple, qui vend souvent les plantes exotiques. Essayez de trouver des pépinières qui favorisent ces plantes de chez nous ou une personne qui a une mare proche et qui, de toute façon, va devoir enlever le surplus des plantes et sera prête à vous les donner. Donc ça, la carte du réseau nature peut être un bon plan pour trouver quelqu'un tout près de chez vous qui a déjà une mare. Et les plantations, autre conseil aussi, ne mettez pas trop de plantes les premières années. Ça se développe très, très vite. Donc, c'est bien de jouer sur la variété des hauteurs d'eau et de la variété des plantes, mais de mettre 1 ou 2 pieds, grand maximum, des différentes plantes. Vous verrez qu'en 2-3 ans, en fait, la végétation va vraiment exploser. Il ne faut pas s'inquiéter si la mare a l'air un peu toute nue comme ça au début. Elle va vite prendre ses marques et vite devenir très jolie. Et alors, la sécurité pour les enfants, pour qu'une mare fonctionne bien, il faut qu'il y ait une zone, pas nécessairement toute la mare, mais une zone où il y ait 80 à 1 mètre de profondeur. Pourquoi? Parce que ça permet que toute l'eau ne gèle pas et qu'il y ait quand même dans le fond une zone d'eau qui va rester liquide dans laquelle vont pouvoir se réfugier les batraciens ou les insectes. Et bon, 1 mètre d'eau, ça veut dire que si vous avez un petit enfant de 1 ou 2 ans qui va être attiré par l'eau, c'est nécessaire, vous ne savez pas le surveiller et s'il tombe dans cette zone-là, voilà, ça peut être dangereux. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, nous, ce qu'on conseille, c'est d'entourer la mare d'une barrière. Voilà, il faut que ça soit quand même esthétique, mais c'est vraiment une façon de protéger. Comme ça, vous êtes sûr et vous ne stressez pas trop d'avoir toujours un œil pour surveiller. Alors ici, on a une petite coupe qui montre un petit peu le profil d'une mare avec voilà, les différentes zones et une façon d'obtenir ces zones facilement. Donc, sur la dia précédente, vous avez vu la coupe avec la pente très douce. Une autre façon d'obtenir ces zones de plantation, c'est créer en fait des escaliers. Donc, voilà, ça c'est on va dire un plan B. Donc, si ça permet de pouvoir quand même installer la végétation et d'avoir cette gradation en fait vers la zone la plus profonde. Alors, pour vous montrer un petit peu l'évolution d'une marque, c'est une marque qui est dans mon jardin en fait, voilà, que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, première étape, ça a été de creuser, mettre une bâche en EPDM parce que c'est une bâche vraiment résistante qui va durer beaucoup plus longtemps que les bâches en PVC et qui est plus facile à manier aussi. Donc, c'est du caoutchouc, donc c'est plus maniable que du PVC. Et puis, installer l'eau de pluie, cacher les bords en remettant les mottes de terre avec la pelouse que vous aviez découpée qui vont revenir cacher. Installer quelques pierres plates, ou même moi j'avais retrouvé un tronc
fond qui flottait pas loin. Donc, j'ai mis la branche et des petits graviers. En fait, sur les 2 pentes douces, j'ai installé des graviers et une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps. Donc, la mare va avoir 2 ans et demi, 3 ans. Voilà ce que ça donne comme résultat. Vous voyez qu'au niveau végétation, bon là, il n'y avait pas la première photo, il n'y avait pas toutes les plantes qui étaient mises, mais j'en ai pas rajouté tellement en plus. Et tout s'est développé super, super vite. Et c'est une petite mare, hein, donc il ne faut pas croire qu'on est obligé de faire des grandes, grandes mares pour avoir quelque chose d'intéressant. On peut, dans un petit jardin, réussir à trouver un compromis entre la taille du jardin et la création quand même d'un point d'eau. Ok, merci Bénédicte. Et donc là, on a fait le tour un peu de la mare. Donc que vous en ayez déjà une à entretenir ou bien que vous souhaitiez en mettre une en place ici au mois de septembre. On vous propose maintenant de passer à tout ce qui est fleurissement. Et donc, on va vous parler de bulbes de printemps, mais également de pré-fleuris. Et donc, assez rapidement, voilà, je passe. Les bulbes à floraison printanière peuvent être mis en place ici au mois de septembre, mais jusqu'en novembre, décembre, parfois même janvier pour certains, on peut encore les placer. Et donc, ce sont des bulbes qui vont fleurir aux environs de mars, avril, mai. Et donc, c'est la bonne saison ici au mois de septembre pour commencer à les mettre en terre. Vous avez 4 photos qui illustrent des bulbes indigènes. Donc, de gauche à droite, on est sur la Ficere fausse renoncule avec ses jolies petites fleurs jaunes. Ensuite, l'ail des ours qui est comestible. Je pense que maintenant c'est bien connu. On peut manger les feuilles au printemps. Vous avez l'aspérule odorante qui va développer des jolies petites fleurs blanches. Et finalement, l'anémone sylvine. Et donc, ces bulbes, c'est intéressant parce qu'ils sont indigènes. Certains sont mellifères, notamment la ficère et l'anémone. On peut même aller chercher dans les propriétés plus loin. Par exemple, la spérule odorante, elle est tinctoriale, donc on peut même teindre des vêtements. Donc voilà, plein d'avantages. Et petit conseil aussi, donc ce sont des bulbes qui ont parfois des conditions spécifiques. Donc par exemple, l'ail des ours, l'anémone, ça préfère un milieu mi-ombragé à ombragé. Et donc, voilà, parfois on est un peu perdu, on se retrouve avec plein de plantes qui aiment le soleil, mais on a aussi des bulbes qui préfèrent l'ombre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à des producteurs locaux qui pourraient vous proposer tout ça. Ok, ça c'est pour les bulbes et donc je repasse la parole à Bénédicte qui va vous parler du pré-fleuri, que ce soit l'entretien ou la mise en place. Alors, oui, le pré-fleuri, c'est un petit peu le top de ce que les gens nous demandent comme info, en fait, par rapport au jardin naturel. Et c'est vraiment un peu à la mode aussi. Hein. On a vu beaucoup de promotions dans les jardineries par rapport à des mélanges de pré-fleuris, etc. Et inversement, c'est le milieu, je dirais, le plus compliqué à mettre en place dans un jardin. Parce que c'est un milieu complexe qui va évoluer et souvent on se fait une idée, on a vu une belle photo passer dans une revue ou sur un sachet de graines et on a envie d'avoir ce qu'on voit sur la photo. Et c'est vraiment très dépendant de plein de facteurs, donc c'est très aléatoire. Il faut avoir par rapport à cet aménagement une certaine ouverture d'esprit. Et accepter qu'on ne va pas avoir tout de suite ce qu'on veut, ou en tout cas ce qu'on a eu pendant les premières années, ça va peut-être évoluer, et donc accepter ce changement et cette évolution. Maintenant, c'est un milieu très riche au niveau biodiversité. Ça va amener beaucoup de sources de nourriture et de cachettes aux insectes. Donc, le mois de septembre, c'est le moment idéal pour soit le semer, donc mettre en place un pré-fleuri, ou soit, s'il est déjà en place, l'entretenir. Donc, le pré-fleuri, ce n'est pas comme une pelouse qu'il faut tondre tous les week-ends. Ça se gère 1 voire 2 fois par an et on va devoir faucher et utiliser un autre outil que la tondeuse. Parce que quand vous avez des herbes qui font 10 à 20 cm de haut, la tondeuse ne passera plus. Donc, ça sera à vous de choisir ce que vous allez utiliser, soit la débroussailleuse, soit la faux à la main et revenir aux méthodes anciennes. Il y a moyen de s'en procurer. Il y a même des formations maintenant en un week-end où on vous apprend comment utiliser et surtout aiguiser une faux. Parce que c'est le plus important. Mais voilà, ce pré-fleuri, c'est vers le mois de septembre-octobre, ce qu'on appelle la fauche tardive, qu'il faut, nous qu'on conseille en tout cas, d'intervenir et de couper.
Alors, il faut se rendre compte que vous avez laissé pousser et qu'il y a eu une zone là super intéressante pour les insectes pendant tout le printemps et l'été, et que quand vous allez venir et intervenir en venant faucher tout ça, quelque part, vous allez mettre à zéro le potentiel biodiversité, puisque vous allez supprimer toutes les plantes sur lesquelles peut-être des insectes étaient déjà venus pondre ou dans lesquelles ils pouvaient se réfugier. Donc, on parlait d'intervention douce. On va vous expliquer avec les dias suivantes comment faire pour garder des zones refuge et comment faire pour une fauche qui va respecter les insectes présents. Et autre point important, quand vous allez couper toute cette herbe, c'est surtout de l'exporter. Pourquoi? Parce que les prairies vont être d'autant plus intéressantes et plus jolies si le terrain est pauvre. Vous allez avoir une plus grande variété de plantes. Mais si vous laissez sur place le produit de la fauche, ça va se décomposer, ça va enrichir le terrain et vous allez au fur et à mesure avoir des plantes qui demandent des terrains plus riches, comme par exemple l'ortie ou le rumex, qui vont venir prendre la place puisque chaque année, tout ce produit de fauche se décompose et enrichit le terrain au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de couper l'herbe, de la laisser un jour ou deux sur place pour qu'elle sèche, et que les insectes puissent aussi se réfugier, et puis d'exporter ça. Alors, si vous avez un compost, vous pouvez éventuellement le mettre dans un compost. Et si vous avez un grand jardin, vous pouvez aussi créer un tas de foin, quelque part, qui va se décomposer progressivement, mais qui va pouvoir aussi chauffer et apporter une certaine température. Et certains batraciens, ou même parfois certains petits animaux, comme le hérisson, cherchent des zones comme ça, un peu protégées. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un tas de foin dans le jardin. Donc, ça, c'est l'entretien pour le mois de septembre. C'est donc la fauche et l'exportation du produit de fauche. Mais c'est aussi la période idéale pour démarrer un pré-fleuri. Pourquoi? Parce qu'alors, vos plantes vont déjà, certaines graines, il faut savoir, ont besoin qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire elles ont besoin d'un petit coup de froid, de certaines gelées pour démarrer leur germination au printemps. Et donc, si vous les semez trop tôt au printemps, il n'y aura pas ce coup de froid pour les réveiller quelque part. Tandis que si vous les semez en automne, durant l'hiver, et en fait, l'automne est la saison, je veux dire, naturelle, sur le moment où lequel toutes les graines des plantes vont tomber sur le sol. Donc, semer en automne, c'est un gage de réussite. Les plantes vont peut-être parfois commencer à germer et elles vont être déjà un peu plus fortes pour démarrer au printemps. Pour voir où vous semez, vous pouvez mélanger votre mélange de graines avec du sable. Comme ça, visuellement, vous allez savoir à la volée où vous avez déjà mis des graines ou pas. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas semer dans un gazon, par exemple. Si vous prenez votre mélange de graines et que vous lancez dans un gazon déjà en place, vous allez avoir vraiment une concurrence entre le raiegras ou ce qui forme votre gazon qui est bien installé et les petites plantes qui vont essayer de pousser et qui n'y arriveront pas. Donc, souvent, le résultat est très décevant. Donc, il faut arriver à remettre la terre à nu avant de faire le semis du pré-fleuri. Alors ça, c'est vous qui décidez. Si vous allez étréper votre pelouse en place et couper vraiment, je veux dire, la couche du gazon avec les racines et partir de zéro de la terre, ou si vous préférez et que vous avez vraiment la patience de bâcher une petite zone pour que les plantes en fait meurent naturellement. On peut mettre des cartons avec des cailloux et les plantes qui sont en dessous vont mourir naturellement. Elles n'ont plus accès à la lumière. Et vous pourrez partir d'un sol nu. Et ça, c'est expliqué dans nos fiches conseils. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails. Sur notre site Internet, vous avez vraiment toute l'info disponible par rapport à ça. Mais je veux quand même attirer l'attention sur cet aspect fleuri ou hyper fleuri qu'on a tendance à mettre en avant par rapport au milieu du pré-fleuri. Souvent, vous trouverez, comme sur la photo de gauche, un mélange avec à la fois des vivaces, les fleurs blanches, ce sont des marguerites, et des annuelles, les coquelicots. Alors, vos coquelicots, ils seront là parce qu'ils étaient dans le mélange tout fait, présents la première année, la deuxième année, voire la troisième année si vous avez de la chance. Mais la gestion que vous allez appliquer au pré-fleuri, c'est-à-dire une fauche par an avec exportation, ne va pas leur convenir et ces plantes vont finir par disparaître. Donc, quand vous achetez un mélange pré-fleuri avec à la fois des vivaces et des annuelles, comme les coquelicots et puis d'autres plantes qu'on voit sur la photo à côté,
ça va être très fleuri les premières années et ça va évoluer vers quelque chose d'un peu plus monotone. Certaines plantes vont devenir dominantes et vous n'aurez plus cet aspect patchwork de couleurs, en fait, qui est souvent recherché par les gens. Et donc, sur la photo de droite, vous avez tout un mélange d'annuels qu'on retrouve souvent. Donc, le coquelicot, qui est la fleur rouge, le bleuet, et ça, c'est le bleuet indigène, parce que des fois, on retrouve aussi des bleuets horticoles et doubles. Ça, c'est plus embêtant parce qu'il n'y a plus d'apport de nectar et de pollen pour les insectes. La jaune, c'est la chrysanthème des moissons, et la petite fleur mauve en arrière-plan, c'est la nielle des blés. Alors, toutes ces plantes-là sont donc des annuels qui vont faire tout leur cycle en un an. Et c'est aussi toutes des plantes liées aux moissons. C'est ce qu'on appelle les plantes messicoles. Et donc, ces plantes se sont habituées à ce que la terre soit retournée avec les labours. Et si vous n'avez pas une zone du jardin et que vous retournez chaque fois en automne pour que ces graines reviennent à la surface et il y ait une surface nue, ces plantes vont disparaître. Donc, si vous voulez maintenir un endroit où vous n'avez que ces fleurs-là et un petit coin fleuri ou un petit carré fleuri ou une petite plate-bande fleurie, il va falloir vraiment avoir une gestion très spécifique qui est ce retournement de la terre et pas de fauche. Voilà. Mesdames, j'interviens juste 2 petites minutes parce que vous m'avez demandé d'être gardienne du temps, donc j'en profite juste pour vous signaler qu'il est 20h25. On va accélérer un petit peu. Donc, la fauche, 2 points importants. Ne pas faucher tout d'un coup. Garder ce qu'on appelle des zones refuge qui ne seront fauchées que l'année d'après. Et faucher en partant du milieu de votre pré. Comme ça, les insectes ont le temps de s'échapper vers l'extérieur. Et vous avez deux dias pour montrer des exemples où on conseille, nous, c'est d'avoir une zone de pré fleurie, mais aussi avoir une zone tondue juste à côté. Ça, c'est pour l'aspect acceptation par rapport aux voisins. Ça passe mieux si vous continuez à gérer quand même et à tondre une certaine zone et pas laisser tout. Voilà, c'est écologique, mais ça passe mieux quand c'est géré comme ça. Et pour la dia suivante, ah ben voilà. On en a terminé avec la prairie fleurie. Je vais peut-être aborder le troisième milieu, qui est la haie sauvage. Et je donne peut-être la parole à Aurélie. Oui, donc ici, une petite photo pour illustrer un petit peu la haie sauvage, à quoi ça peut ressembler. Vous avez prévu un petit sondage, hop, voilà ici, mais on va pas le faire, juste vous expliquer que donc on vous demandait quel était l'arbuste le plus intéressant pour la biodiversité. Vous aviez le choix entre l'aubépine, le buddléa qui est aussi appelé arbre à papillons, le cornouiller sanguin ou le noisetier. Et donc là, on voulait mettre en lumière le fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège du buddléa, parce que de prime abord, arbre à papillons, ça vend un peu du rêve pour la biodiversité, mais c'est vraiment un arbuste qui n'est pas indigène, il est d'origine asiatique et on va au contraire l'éviter dans un jardin plus naturel. Pourquoi? Ben, ok, il est riche en nectar, il va attirer plein d'insectes, mais ce n'est notamment pas une plante hôte pour les organismes de chez nous. Et donc, on va plutôt privilégier l'aubépine qui est mellifère grâce à ses fleurs qui éclosent au printemps, qui va amener des fruits pour les oiseaux, etc. plus tard dans la saison. Elle est aussi assez touffue, elle porte des épines et donc ça, c'est vraiment un bon milieu pour protéger la biodiversité. Pareil, le cornouiller sanguin et le noisetier sont vraiment très chouettes pour la biodiversité. Ils sont indigènes. Notamment, on parlait de papillons. Eh ben, il y a des papillons dont la plante hôte est le noisetier. C'est par exemple Robert le Diable, un joli papillon orangé. Et pour le cornouiller sanguin, on a l'azuré, qui est un magnifique papillon bleu. Et donc voilà, il ne fallait pas tomber dans le piège du buddléa, qui en plus est une plante qui est assez invasive. Donc elle se développe un peu trop par rapport à la flore indigène. Donc ceci étant dit, on va reparler de la haie en septembre. Et là, je repasse la parole à Bénédicte. Ok. Alors, en septembre, en fait, il faut se préparer à planter une haie. Parce que quand même, la période idéale pour la plantation, c'est le mois de novembre avec la Sainte-Catherine, hein, avec le dicton qui dit qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre reprend racine. Et c'est toujours d'actualité. Mais au mois de septembre, on peut déjà prendre ces informations sur, notamment, on a dit la législation, les distances à respecter par rapport à la limite mitoyenne, si on veut planter une haie, que ce soit des basses-tiges ou des hautes-tiges, les distances à respecter sont différentes. On peut aussi voir par rapport à la région wallonne qui a vraiment donné un coup de boost par rapport à la plantation des haies et qui a simplifié les démarches,
et renforcer les primes qui étaient données quand, en tant que particulier, on veut planter une haie. Non, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut respecter certaines, notamment choisir dans une liste qui est donnée dans le Vade-Mecum par la région wallonne. Préparer les commandes aussi, parce qu'on a remarqué que les gens, il y avait un engouement pour la plantation de haies et de fruitiers, et que parfois les pépiniéristes n'avaient plus, étaient vraiment submergés de demandes. Donc, préparer déjà au mois de septembre, contacter les pépiniéristes, essayer de voir s'il n'y a pas moyen peut-être déjà de réserver les espèces que vous aviez envie. Les espèces indigènes ne se trouvent pas dans toutes les pépinières, donc renseignez-vous. Donc voilà, et réfléchissez aussi à la composition de la haie que vous allez mettre en place. Est-ce qu'on va la planter sur 1 rang, 2 rangs ou 3 rangs? Il y a le petit dessin qui montre que, en fait, plus votre haie va être dense et plus étalée en étages, donc en partant de la bande herbeuse jusqu'aux petits buissons, puis aux arbustes un peu plus haut, plus la biodiversité va être importante. Si vous avez une haie monospécifique, donc constituée d'une seule espèce qui est taillée tous les mois, c'est un petit peu un écran vert, mais au niveau biodiversité, ce n'est pas top. Et alors, quand vous plantez sur plusieurs rangs, 3 rangs, c'est vraiment l'idéal. Encore faut-il avoir la place, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Mais alors, bien penser la mise en place des différentes espèces. On peut les planter par petits groupes de 2 ou 3. C'est mieux que de faire une espèce, une autre, comme ça à la queue leu-leu. Mais il faut aussi bien réfléchir, par exemple, quand vous plantez sur 3 rangs, les espèces qui vont vraiment se trouver tout au centre vont recevoir peu de lumière. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va privilégier les espèces qui sont peu exigeantes en lumière ou en tout cas qui vont supporter l'ombre. La dia suivante. Alors, quand on arrive au mois de novembre, on peut vraiment passer à l'action puisqu'on a bien tout réfléchi, on a bien pris toutes ces infos. Je dirais que pour la plantation, il y a vraiment 5 règles à respecter. C'est la règle des 5 P. Donc, il y a préparer le sol. Donc, vraiment prévoir un trou qui va être suffisamment large pour accueillir les racines sans que les racines soient toutes crapotées et toutes pliées. Donc ça, n'hésitez pas à faire vraiment un grand trou. Ensuite, je ne sais plus lire, c'est écrit trop petit. Aurélie, si tu peux m'aider. Praliné. Praliné, oui. Praliné, voilà. Praliné, c'est en fait aider les racines à démarrer, parce que pour l'arbre qu'on vient de déplanter, c'est quand même un fameux stress. Donc, on peut préparer un petit pralin qui est composé à base d'eau, de terre argileuse, et si on a sous la main, de la bouse de vache ou voilà, éventuellement des chevaux. Ça fait vraiment une protection des racines et ça leur donne un petit boost de vitamines. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais ça aide vraiment la haie à démarrer les premières années. Ensuite, après praliner, il y a planter. Donc ça, bien respecter la hauteur. Sur chaque arbuste, il y a ce qu'on appelle un collet, qui est vraiment la limite entre les racines, donc la partie basse de l'arbuste et le tronc et les parties hautes. Et ce collet ne doit pas ni être trop enfoncé dans la terre, ni trop haut. Donc, il y a vraiment une zone à respecter. Et les racines bien aérées, pas pliées, pas… Voilà. Les couper si elles ont été abîmées. Ensuite, il y a protéger. Donc ça, ce n'est pas dans tous les jardins, mais si vous plantez dans une zone où il va y avoir, par exemple, du bétail qui va venir pâturer, ou si vous savez que c'est à l'orée d'un bois, qu'il y a peut-être des chevreuils qui risquent de passer, les jeunes arbustes comme ça, c'est vraiment un délice, un dessert, on va dire, pour eux. Donc, si vous ne les protégez pas, vous risquez de les trouver tout broutés. Et alors, un autre geste, le 5e P, c'est pailler. Donc, c'est-à-dire les premières années, vous pouvez mettre au pied de votre haie un paillage pour justement empêcher que d'autres plantes viennent un petit peu faire la concurrence à vos petits arbustes, mais surtout garder une certaine humidité. Quand on a des étés secs, ce paillage peut vraiment faire la différence et garder une zone plus humide. Donc, votre haie va être vraiment très fragile, je dirais, les 3 premières années. Donc, si vous avez l'occasion de les arroser pendant des périodes longues de sécheresse, un petit peu pour les aider, après, ils auront suffisamment développé leur système racinaire, ils devront normalement pouvoir se débrouiller tout seuls, mais les 3 premières années, il faut un petit peu les chouchouter. Alors, au niveau du choix des espèces, moi, je vous conseille d'aller sur le site qui s'appelle mae.be.
et qui vous permet, en fonction de votre région géographique, d'avoir une proposition, même un plan de plantation en fonction de votre région. Et ça, c'est important. Et vous pouvez aussi mettre des critères supplémentaires comme le choix d'une haie mellifère, une haie brise-vent, etc. Et vous avez vraiment une proposition très personnalisée en fonction de où vous vous situez. Et c'est très convivial comme site, ce n'est pas du tout compliqué, donc je vous le conseille pour vous aider à préparer la plantation de votre haie. Alors, c'est aussi le mois de novembre, la période laquelle c'est l'idéal d'intervenir pour tout ce qui est les grosses tailles. Donc, on peut faire pendant l'année des petites tailles, je veux dire, pour gérer un petit peu une branche qui dépasse un petit peu trop. Mais si on veut vraiment intervenir avec une taille assez importante, il faut tailler en novembre, décembre et janvier. Pourquoi? Parce que c'est, la période de repos de la végétation, donc c'est à ce moment-là que les arbres vont moins souffrir. Vous ne perturberez pas tout ce qui est reproduction des animaux. Les oiseaux ont fini normalement de nidifier, donc vous ne viendrez pas embêter un merle qui avait justement construit son nid au milieu des épineux. Et la floraison aura le temps de se développer, d'offrir tout son potentiel aux insectes butineurs et la possibilité d'avoir aussi des fruits. Alors maintenant, les fruits sont aussi importants pour les oiseaux en hiver. Donc si vous taillez complètement votre haie du début à la fin, vous supprimez une source de nourriture potentielle. Donc, ce qu'on vous conseille, comme pour la prairie fleurie, en fait, c'est de garder un peu des zones refuge dans votre haie et de ne pas tout tailler d'un coup, de garder certaines zones que vous n'allez tailler qu'un an sur deux. Comme ça, les fruits restent là tout l'hiver et vous avez un peu une gestion différenciée, en fait, de votre haie. Un petit tableau et on arrive à la fin de la présentation aux questions-réponses. Aurélie, à toi. Ok, merci Bénédicte. Du coup, on a fait un peu le tour ici des 3 aménagements. Alors, quand vous êtes inscrit à ce webinaire, vous aviez également l'occasion de poser des questions. On va y répondre tout de suite, mais pendant qu'on répond à ces questions, si d'autres questions ont émergé pendant le webinaire, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et donc on y répondra après. Alors, on avait reçu au préalable 2 questions sur le hérisson, donc comment les préserver, ne pas les voir écraser sur les routes, et quelqu'un désirait également adopter un hérisson, comment faire pour l'accueillir et où se renseigner. Alors, tout d'abord, sachez que le hérisson est une espèce protégée et donc la région wallonne édite une liste des mammifères pouvant être détenus en Wallonie. Il n'y est évidemment pas mentionné puisque sa détention est interdite. Et donc, il est interdit de le capturer, de le transporter, d'en acheter ou d'en vendre. Mais donc, ça, c'est juste pour poser le décor. Après, voilà, on peut se poser la question quand on a un hérisson qui arrive dans son jardin. En général, s'il se balade en pleine journée, c'est mauvais signe, à moins que votre voisin ait commencé à faire du remue-ménage dans son jardin, tailler, etc., qu'il ait pris peur. Mais donc, si vous en trouvez un dans votre jardin, si c'est la journée et qu'il a l'air un peu faiblard, vous pouvez aller sur le site suivihérisson.be. Vous avez vraiment étape par étape ce qu'il faut faire, donc comment le prendre, parce qu'on ne le prend pas à main nue, voilà, s'il faut le mettre dans une boîte, s'il faut lui donner à manger, etc. Tout ça est vraiment bien expliqué, donc c'est un site qui est assez sérieux. Sur ce site, vous trouvez aussi toutes les adresses des CREAVES, donc qui sont les centres pour venir en aide à la faune sauvage qui est blessée et qui a pour mission notamment de les soigner avant de leur faire retrouver la vie sauvage en toute sécurité. Et donc, in fine, on peut aussi, pour essayer de faire venir les hérissons dans son jardin, mettre en place un ensemble de petits aménagements. Donc, on en a déjà parlé, des petits abris, donc un tas de feuilles mortes. Il existe aussi des petites niches en bois qu'on peut acheter avec un compartiment abrité où on a un peu de foin dans lequel le hérisson va pouvoir se réfugier. On aimerait aussi vous parler des tondeuses automatiques. Donc là, c'est vraiment dangereux pour les hérissons vu que ce sont des animaux nocturnes et il arrive très fréquemment qu'ils se fassent blesser à cause de ces tondeuses-là parce que eux, leur réflexe quand ils ont peur, c'est de se mettre en boule. Du coup, la tondeuse leur passe dessus et voilà, c'est très dommageable. Donc vraiment, évitez de laisser tourner ces tondeuses automatiques dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour. Préférez qu'elles tournent en journée. Et puis après, il y a des petits trucs et astuces. Donc, on en a déjà parlé. Si vous avez un point d'eau avec des bords abrupts, mettez une espèce de petite rampe pour que le hérisson puisse en sortir au cas où il tombe dedans. Si vous avez un grillage qui entoure, par exemple, votre propriété,
tous les 15 à 20 mètres, pensez à mettre une ouverture assez grande dans laquelle le hérisson pourra passer sans être tenaillé par les mailles ou ce genre de choses. Pareil, les filets de protection, notamment sur les petits fruitiers, ben faites attention qu'ils soient légèrement surélevés pour que les hérissons ne viennent pas s'emmêler là-dedans. Et puis, il y a tout ce qui est empoisonnement. Donc, par exemple, un anti-limace en petits granulés, si les hérissons mangent ça, souvent ça les empoisonne. Donc, une raison de plus pour ne pas utiliser de pesticides chimiques et se tourner vers des solutions naturelles. Et sinon, ben, pour ne pas les voir écraser sur les routes, ma foi, il n'y a pas de solution miracle. On peut toujours espérer que la commune édite des affiches, attention hérissons ralentir, mais voilà, il n'y a, à ma connaissance, pas réellement de campagne en région wallonne. Bénédicte, je ne sais pas si tu as ça en tête, mais... Non, il y a des campagnes de recensement parce qu'en effet, on a vu une chute des populations de hérissons. Et donc, il y a certaines régionales qui proposent de mettre une petite gamelle pour pouvoir observer si le hérisson va venir ou pas. Ça a été étudié pour que ce soit que le hérisson qui puisse avoir accès. Et on demande aux gens alors de donner les résultats pour avoir un peu une idée de... Mais c'est l'observation générale, c'est qu'en plus des routes, il y a plein d'autres facteurs qui viennent un peu mettre en danger ce pauvre hérisson. Et le hérisson a besoin en fait d'un grand territoire. Donc ça, c'est pas connu, mais ça a besoin de plusieurs hectares et ça circule la nuit justement. Et les mâles encore plus parce qu'ils ont besoin de... C'est ça, jusqu'à 4 km en une nuit, un mâle. Donc, Oui, on ne oui. s'imagine pas à quel point ça voyage. Et j'ajoute juste que ben, sur le site que je vous ai renseigné, suivihérisson.be, vous pouvez encoder les hérissons aussi que vous apercevez. Notamment, certains portent une petite baguette jaune dans leur piquant avec un petit numéro que vous pouvez renseigner si vous les apercevez chez vous. Ça, c'était la question hérisson. Donc, on a fait un peu le tour. Il y avait aussi une question petit jardin. Donc, un petit jardin de 30 mètres carrés, quel aménagement possible? Or là, évidemment, tout ne va pas être possible à mettre en place. On ne va pas pouvoir mettre une grande mare, une haie, un jardin fleuri, etc. Donc, ciblez peut-être les aménagements qui sont le plus adéquats, notamment si vous êtes avec un jardin, avec des voisins à proximité et autres. Mais il y a des petits gestes qui vont faire beaucoup. Donc, par exemple, si vous avez des arbres, n'hésitez pas à végétaliser les pieds, à opter pour les vivaces. On peut aussi opter pour les balconnières dans lesquelles on va mettre des plantes peut-être annuelles mais indigènes qui feront du bien à la biodiversité. Pourquoi pas végétaliser sa façade aussi pour gagner en surface. Et puis, si on est en ville, ben, il y a aussi tout ce qui est jardin commun, donc une friche à l'abandon. On peut se réunir et donc mettre encore plus de sens dans son aménagement de la nature pour voilà, prendre un peu de place en ville. Alors, je passe à une autre question, c'était les plantes de la mare. Donc, où acheter des plantes d'espèces indigènes pour la mare? Alors, on cite souvent Aquatic Design à Wavre, mais je vous invite à vraiment faire attention aux jardineries qui sont ou labellisées artisans du végétal. Donc là, on a des plantes qui sont bien adaptées à notre sol, à notre condition climatique, etc. Vous avez aussi les jardineries jardiner sans pesticides d'Adalia, où là, ils ont quand même vraiment un regard bien plus porté sur tout ce qui est voilà, jardinage éco-responsable. Et puis, comme Bénédicte vous en a déjà parlé, via le réseau Nature, vous pouvez trouver des particuliers qui ont une mare à proximité de chez vous et qui seraient potentiellement d'accord d'échanger des plantes avec vous. Et dernière petite question pour ma part, on nous a demandé, tiens, on a des bambous sur une terrasse qui ne se portent pas bien, par quoi est-ce qu'on pourrait les remplacer? Ben, lorsqu'on vous proposait, si ce sont des bambous qui ont été mis en place pour faire une espèce de séparation avec les voisins ou autres, c'est pourquoi pas un treillis sur lesquels vous allez, ou un grillage sur lesquels vous allez mettre, enfin, vous allez faire se développer des plantes grimpantes indigènes. Et donc, en fonction des conditions climatiques, on peut se tourner vers la clématite, le chèvrefeuille, la vigne, etc. Faites simplement attention aux autorisations, surtout si vous partez sur quelque chose de plus épais comme une haie ou un muret. Et puis faites attention aussi donc, aux espèces que vous allez choisir si elles sont bien, voilà, si elles s'adaptent sur un treillis ou s'il leur fait un mur ou simplement une liane. Et je pense que le réseau Nature a une fiche qui est excessivement bien faite aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, c'était pour mes questions. Bénédicte, tu en avais aussi quelques-unes. Alors, je vais essayer. J'espère que si jamais j'en oublie une, Aurélie, tu me le dis. Hein. Il y avait une question
d'avoir une idée pour une haie sauvage qui pousse vite et qui est facile à entretenir. Alors, je dirais que de façon générale, tout ce qui est espèces indigènes épineuses va pousser assez vite. Donc, je pense aux pruneliers, à l'aubépine, aux rosiers sauvages. Donc, ce sont des plantes qui vont se développer assez rapidement et faire des jets assez longs les premières années. Maintenant, au niveau de la gestion, ben voilà, on ne va pas mettre une haie épineuse n'importe où. Ben si c'est un endroit de passage, ben ça ne va pas être évident. Si c'est à la limite mitoyenne avec le voisin, ben il faut quand même lui en parler et qu'il soit d'accord. Non, c'est vraiment le top pour la biodiversité. Hein. Donc, tout ce qui est épineux, que ce soit floraison, mais aussi pour ben, les oiseaux venir faire leur nid. L'entretien ne va pas être si évident. Ça va pousser vite, mais c'est peut-être ça qui fait qu'on va devoir intervenir peut-être un peu plus souvent que dans une haie plus classique. L'espèce indigène, par contre, qui pousse le plus lentement et qui met vraiment du temps à avoir une taille assez importante au niveau de la haie, c'est le houx, qui est un arbre qui pousse très, très, très lentement. Donc, voilà. Mais je dirais, si vous voulez quelque chose qui est rapide et que vous avez la possibilité de laisser pousser en largeur et en hauteur, optez pour les épineux. Peut-être pas majoritairement, hein, mais en grosse partie composée d'épineux indigènes. Alors, il y avait la question de est-ce qu'on peut mettre une mare à l'ombre? Ben ça, j'y ai déjà un peu répondu. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez. Hein, une mare peut se mettre à l'ombre, mais elle va avoir du mal à démarrer et à trouver son équilibre. Donc, c'est une mare qui va toujours un petit peu vivoter, que la végétation va moins se développer. Donc, il faut le savoir, que ça va mettre plus de temps et que vos végétaux ne seront pas dans les meilleures conditions pour les animaux non plus d'ailleurs. Certaines espèces ont besoin vraiment d'une eau qui va se réchauffer en été. Donc, en étant à l'ombre, ben, complètement à l'ombre, l'eau va toujours avoir une température un peu plus basse. Au niveau des amphibiens aussi. Donc, vous allez avoir une mare qui va être comment dire, toujours un petit peu au ralenti. Voilà, mais ce n'est pas impossible. Il y a des mares qui existent à l'ombre, parfois dans des forêts comme ça, naturellement. Donc, ça peut se faire. C'est une autre dynamique et un autre écosystème qu'une mare en plein soleil. Alors, il y avait aussi une question par rapport, si je me souviens, à une espèce de plante qui s'appelait Sibérica, donc que moi je ne connaissais pas. Donc j'ai été me renseigner un petit peu. Je pense que c'est la drave de Sibérie, donc j'espère que je ne me suis pas trompée, qui n'est pas une plante indigène, qui pousse dans les milieux rocailleux. Donc ma spécialité, c'est vraiment les plantes sauvages, donc cette plante-là, je ne la connais pas trop, mais si je devais faire un choix par rapport à une rocaille, j'installerais plus tout ce qui est orpin et peut-être la ruine de Rome, des petites plantes comme ça qui poussent dans des milieux un peu secs, ou la vipérine, qui sont des plantes de chez nous et qui se plaisent bien dans ce milieu un peu spécifique qui est plus rocailleux, pauvre et généralement ensoleillé. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Aurélie? Oui, je pense que oui. Et sinon, les autres questions, on y a répondu au cours du webinaire. Anne, je ne sais pas si tu vois dans le chat d'autres questions. Ah ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce que j'ai scruté le chat, mais tout le monde a été très attentif pendant le webinaire. Il n'y a pas de questions qui sont arrivées. Donc, si vous avez encore des questions, des cas particuliers, des choses, des interrogations auxquelles vous n'avez pas eu réponse, n'hésitez pas, ou des retours, je ne sais pas, peut-être des partages d'expérience, n'hésitez pas à vous manifester. Peut-être en attendant une question ou l'autre, encore vous dire que donc vous allez recevoir tout un tas de liens qui vont vous mener vers plein d'informations. Donc que ce soit le réseau nature, où vous allez vraiment retrouver tous les détails sur les différents aménagements, comment adhérer aussi au réseau nature, etc. Le site EcoConso ou plein d'autres sites dont on vous a parlé ou non, mais vous allez retrouver plein de bonnes adresses, de bons conseils pour appliquer tous ces aménagements dont on a parlé ce soir concrètement dans votre jardin.
Voilà. Je ne vois toujours pas de questions. Ah si, voilà, elles arrivent. Alors, Patricia demande, est-ce qu'on peut appliquer la biodiversité aussi en bac de plantes? Alors, je peux peut-être répondre et Aurélie, tu rajoutes si tu vois des choses. Alors, la biodiversité en bac, oui, c'est possible parce qu'on a, nous, dans notre réseau, des personnes qui n'ont que des balcons ou des terrasses, à Bruxelles notamment. Nous, on n'a pas la chance d'avoir un jardin et qui appliquent les principes. Bien sûr, on ne sait pas faire tous les milieux possibles et imaginables, mais on peut favoriser les plantes indigènes en bac. Et il y a notamment une revue qui a été éditée sur Bruxelles et qu'on peut retrouver sur le site Réseau Nature qui explique comment choisir des floraisons qui vont être importantes pour les pollinisateurs. Donc, un petit conseil comme ça, c'est que si vous choisissez des plantes aromatiques, ben, vous avez très peu de chances de vous tromper par rapport à la biodiversité. En général, ce sont, même si ce n'est pas des plantes indigènes au départ, ce sont des plantes qui vont très bien survivre en pot, mais qui en plus vont être, si vous les laissez fleurir, une menthe en fleurs, ben, ça attire pas mal d'insectes. Et donc, ça peut, voilà, ça peut tout à fait être envisageable sur un balcon d'installer soit des aromatiques ou même un mélange de pré-fleuris. Moi, j'ai fait un essai dans un petit pot. J'ai eu une mini prairie fleurie. Donc, voilà, l'impact au niveau biodiversité peut-être moins que sur 10 mètres carrés, mais quand même, quoi, les bleuets ont réussi à fleurir et j'avais mon petit mélange avec quelques insectes qui venaient quand même butiner. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à essayer et à faire des expériences dans vos pots et allez voir notamment, oui, le document dont je vous parlais sur le site Réseau Nature qui reprend des petites balconnières types en fonction de si on veut plus les aromatiques, plus des plantes pour attirer les abeilles ou les insectes pollinisateurs. Donc, il y a pas mal de conseils, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a l'aspect contenant, donc il faut être conscient que en pot, vous n'avez pas toute cette réserve d'eau qui est disponible quand vous plantez directement en pleine terre. Donc, il faut être très attentif au niveau de l'arrosage régulier. Donc, une plante en pot va se dessécher beaucoup plus vite qu'une plante en pleine terre. Donc, voilà, il y a quelques petites choses à respecter au niveau de la plantation en pot, mais ça vaut pour une plante horticole ou une plante indigène. Et j'ajouterais peut-être aussi que vu que vous êtes en pot, le substrat est en moins grande quantité, donc il risque de s'épuiser un peu plus vite qu'en pleine terre. Et donc être attentif aussi à ne pas aller mettre des engrais chimiques ou ce genre de choses pour rester dans cette optique écologique et donc se tourner plutôt vers des engrais naturels. Donc typiquement compost fumier ou voilà, d'autres engrais. Mais là, je vous renvoie du coup sur le site d'EcoConso où on a des fiches sur les engrais aussi. Je suppose que le réseau Nature en a également. Et donc ça, vous trouvez facilement les infos également. Voilà, j'espère que ça vous donne déjà quelques idées, Patricia. Marie-Cécile, tout simplement, remercie pour cette belle présentation qui va lui permettre de créer une marque prochainement. Super. Ah, super, ouais. Bonne mise en place alors, Marie-Cécile. Voilà, je n'ai pas vu d'autres questions. Si vous en avez encore, c'est le moment, c'est l'instant. Si jamais ça ne vous vient pas maintenant, mais que des questions vous venaient plus tard, évidemment, vous n'hésitez pas à contacter le Réseau Nature ou EcoConso et on se fera un plaisir de vous donner plus d'infos et de répondre au mieux à vos questions. Voilà, des remerciements qui arrivent dans le chat. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de se quitter là. On vous souhaite à tous toute une très bonne soirée. On espère que tout ça a été très intéressant et vous permettra de mettre en place des actions ici à l'automne dans vos jardins. Je vous rappelle donc qu'il y a encore 2 webinaires dans notre cycle. N'hésitez pas à faire un tour sur EcoConso pour retrouver les sujets et les liens d'inscription. Un tout grand merci aussi à Bénédicte Charlier. Merci à vous. C'était vraiment très sympa. Voilà. Voilà, merci pour tout cette mine d'informations qu'on sentait bien que vous avez partagé avec nous. Eh bien, une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.